Donc, la présentation d'aujourd'hui est issue d'un projet plus large, donc que je mène depuis 2020 sur le surendettement parmi les ménages québécois et d'une enquête qu'on a réalisée dans le cadre de ce projet-là, l'enquête sur l'endettement des ménages québécois qui a été réalisée février 2022, donc un peu moins d'un an, auprès de presque 5000 répondants résidents du Québec. Donc, un mot pour dire que ce projet-là a été financé dans le cadre de l'Action concertée de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, avec l'appui financier de vraiment plusieurs partenaires que vous voyez là, ici sur la diapo et que je remercie chaudement. Et également, donc, Magali, moi, Lorraine, on fait partie de ce projet-là, mais il y a aussi plusieurs autres chercheurs, collaborateurs et chercheurs, chercheuses étudiants, plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Donc, je vous remercie également. Alors, donc, je vais commencer par juste définir un peu de quoi on parle quand on parle de difficultés liées aux dettes. Ensuite, je vais laisser Magali nous expliquer un peu pourquoi on voulait s'intéresser à la situation des parents en lien avec ça. Et puis, je dirai un mot sur la méthodologie, les résultats, et on pourra discuter de tout ça en compagnie de Lorraine. Donc, que sont les difficultés liées aux dettes? Alors, on sait que l'endettement est en forte croissance. C'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias et on voit souvent des données, des figures de ce type-là qui nous indiquent que vraiment les volumes d'endettement augmentent dans le temps. On le voit ici au Canada, exemple, un ratio des dettes par rapport au revenu qui est de plus en plus élevé. Par contre, c'est vraiment important de dire qu'au-delà de cette notion-là de volume d'endettement, les expériences de l'endettement sont variées, mais surtout inégales. Exemple, on peut penser à quelqu'un, un couple ou une personne qui prend une hypothèque pour acheter une maison. Ça peut être, disons, une décision qui est prise, qu'on a eu le temps, l'opportunité de réfléchir, pondérer, que dans ces cas-là, peut-être on rembourse la dette d'une façon même sans vraiment y penser. Dans d'autres cas, l'endettement peut être de type qu'on a décidé d'appeler dans le projet compensatoire. Imaginons, il nous est arrivé quelque chose, un problème, on s'est séparé, par un emploi, peu importe, on est dans le trouble pour manger et là, on doit recourir à des cartes de crédit, par exemple, qui ont un taux d'intérêt élevé. Par manque de choix, on s'endette pour ces raisons-là. On peut imaginer que, rendu au moment du remboursement, ça devient difficile. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rembourser et ça a des impacts majeurs. Il faut le voir, là, c'est pas juste qu'on se sent mal pour le prêteur, la banque qui nous a prêté, c'est vraiment que les intérêts peuvent commencer à s'accumuler. Le montant de la dette augmente. Les banques, ou peu importe qui nous a prêté, ont le droit d'avoir recours, par exemple, à des agences de recouvrement. On va commencer à avoir des appels, ça peut être harcelant, il peut y avoir des huissiers qui débarquent chez nous devant nos enfants, par exemple. Donc, c'est vraiment pour mentionner que les problèmes liés aux dettes, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de très, très anxiogène. Et donc, face à ce constat-là, il y a de plus en plus de chercheurs qui proposent justement de s'éloigner de parler seulement d'endettement, de volume, puis d'essayer de voir à comprendre qui a des problèmes, à quel point c'est répandu. Et là, on utilise souvent la notion que j'ai mentionnée dans le titre même de notre projet de surendettement pour cerner cette notion-là des gens qui ont des difficultés versus des gens qui ont simplement des dettes. Alors, au Québec, on en sait très peu sur cette notion-là de surendettement comparativement à ce qu'on sait sur l'endettement. Et l'objectif de notre projet, c'était vraiment de pallier ça, donc de définir un peu, de décrire à quel point c'est répandu, qui est touché. Par contre, je mentionne d'emblée qu'au cours du projet, on s'est comme finalement un petit peu éloigné de cette notion-là de surendettement. Je vous explique pourquoi. Donc, comment il est mesuré dans la littérature? C'est par des mesures que je dirais qui décrivent les comportements et c'est très binaire. Tu sais, on est soit surendetté ou pas. Par exemple, on va mesurer le ratio
élevé des actifs par rapport aux dettes. Si on a 2 fois plus de dettes qu'aux actifs, on va considérer que la personne est à risque. Mais il y a le potentiel de vraiment sous-estimer puis de très mal comprendre qui vraiment est confronté au problème de dette avec ça. Entre autres, une personne qui a un très haut revenu. Manger, se loger, ça ne prend pas une part extrême de son revenu. Peut-être on est plus capable de supporter des dettes que quelqu'un qui a un moins haut revenu. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a voulu, dans notre projet, on a pris une approche différente. Okay? On a décidé de se pencher vraiment sur l'auto-évaluation par les répondants du niveau de difficulté qu'ils éprouvent à rembourser leurs dettes. Donc, à ceux et celles qui ont des dettes, on a demandé est-ce que le remboursement, comment ça va? Est-ce que c'est sans problème, parfois difficile, très difficile ou impossible? Puis, on a aussi demandé d'évaluer le niveau de stress. Donc, c'est un peu là où on se situe. C'est pour ça qu'on parle plus de difficultés perçues de remboursement. Puis, ce qu'on vise à faire, c'est un peu plus finalement de documenter le spectre d'intensité des difficultés liées aux dettes. Donc, c'est l'objectif général du projet. Un autre objectif qu'on avait, c'est de comprendre qui sont les groupes qui sont particulièrement touchés. Et dans cette approche-là, on a voulu s'intéresser à la situation des parents qui ont des enfants à charge. Et je laisse Magali nous expliquer pourquoi. Donc, je vais faire un petit, topo, en fait, de qu'est-ce qu'on sait sur la situation, je ne sais pas si vous m'entendez bien, hein, sur la situation financière des parents, mais conséquemment aussi sur les conséquences sur l'endettement. Donc, je ne sais pas si... Ah oui, parfait. Donc, le premier constat dans la littérature, en fait, c'est que les inégalités de richesse sont croissantes, se sont accrues au cours des dernières décennies, particulièrement au sein des ménages qui ont des enfants. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré... je vais mettre des deux côtés comme ça. Donc, oui, il y a plusieurs études qui ont montré, en fait, que la multiplication, en fait, des sources de dépenses qui sont liées à la parentalité se sont accrues, notamment des études aux États-Unis qui ont montré, en fait, que les parents dépensent de plus en plus d'argent pour répondre à certaines normes associées à la parentalité. On peut penser à la multiplication des cours, des activités parascolaires, des projets spéciaux pour les enfants, du soutien, notamment dans les apprentissages, tel un tuteur, par exemple. Et donc, il y a une myriade de nouvelles sources de dépenses pour les parents pour atteindre certaines normes. Entre autres, les auteurs qu'on présente ici, les autrices, en fait, ont analysé des données aux États-Unis de 1998 à 2016 pour montrer que ce qu'elles appellent la norme contemporaine de parentalité intensive, donc, c'est-à-dire d'investir beaucoup d'argent sur les enfants à travers toutes ces différentes activités-là, ça résulte à des nouveaux comportements financiers de la part des parents. Et ça accentue les inégalités de richesse entre certains groupes de la société, évidemment, mais aussi ça impose une pression financière qui est accrue sur les ménages avec des enfants. Il y a d'autres études au Québec aussi qui ont montré que les personnes avec des enfants à charge ont plus de difficultés à payer leurs factures. Évidemment, on pense aux coûts de logement qui ont explosé, mais aussi l'alimentation, on l'a vu depuis 2 ans, des coûts d'alimentation qui ont augmenté, les vêtements, bref, tous les produits de base. Quand on a des enfants, cette pression-là s'est accrue pour les parents. Donc, on peut déjà dire que les parents ont beaucoup plus de pression financière en lien avec l'augmentation de tous ces coûts-là, mais aussi les normes sociales qui sont liées à la parentalité. Si tu pouvais changer le diapo, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour les parents qui sont séparés? Donc, pour quand on ne vit plus avec l'autre parent, mais qu'on a les responsabilités parentales, soit exclusive, la garde exclusive des enfants, soit la garde partagée. Premièrement, une des premières choses auxquelles on peut penser, c'est évidemment le dédoublement des dépenses. Quand on ne vit plus avec l'autre parent, on a quand même il y a 2 loyers qui sont payés ou 2 hypothèques selon les cas, 2 chambres à meubler, etc., etc. Puis évidemment, encore une fois, le coût de la vie qui a augmenté.
Ensuite, il y a déjà plusieurs études qui ont montré notamment qu'il y a un lien fort entre la monoparentalité et le fait d'avoir des difficultés financières, particulièrement la prévalence de la pauvreté et quand on est un parent seul. Et c'est une situation particulièrement vraie pour les femmes. Puis on reviendra peut-être à la question du genre plus tard. Aussi, un autre exemple, bon, en fait, une autre question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui arrive des parents qui sont en garde partagée ou en garde exclusive, donc on est une famille recomposée, à quel type de solidarité financière ou économique ces parents-là font-ils face? Et aussi, qu'est-ce qui arrive quand on ne partage pas les rôles et les responsabilités parentales, mais qu'on vit en couple? Donc, on n'est pas nécessairement responsable des enfants, mais on vit avec une personne qui, elle, a des enfants. Donc, par exemple, on peut penser au réseau de soutien familial, qui est un des aspects qu'on va aborder dans la discussion peut-être plus tard. Notre réseau de soutien familial est forcément modifié quand il y a une séparation. Donc, notamment, on ne peut plus compter sur les parents de l'ex-conjoint, par exemple. Mais on sait très peu, en fait, de choses sur le nouveau réseau familial qui se crée en situation de recomposition familiale. Et on sait que les réseaux familiaux sont très importants dans le quotidien des familles. Ils offrent, entre autres, du soutien qui peut aller du soutien social, émotionnel, mais aussi financier dans certains cas. Donc, ce n'est pas clair en ce moment dans les cas de figure de remise en couple. Qu'est-ce qui arrive? Quelle forme de soutien les familles bénéficient-elles dans ces circonstances-là? Est-ce que, par exemple, le réseau du nouveau conjoint peut être mobilisé en soutien aux enfants qui ne sont pas les enfants de cette personne-là? On a peu de données sur ces phénomènes-là. Donc, on sait, d'une certaine façon, on sait très peu de choses sur les réalités économiques et les pressions financières qui sont vécues par les parents d'enfants qui ont la garde, soit des enfants d'une garde partagée ou une garde exclusive, mais qui vivent en couple. Et dernier point, dans notre topo de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ces réalités-là, ces informations sur les familles qu'on a présentées, une porte à croire que les parents, particulièrement ceux qui ont des enfants en garde partagée ou en garde exclusive, seraient plus susceptibles d'avoir des dettes ou des difficultés à repayer ces dettes-là. Que ce soit en lien avec des normes sociales de parentalité intensive ou afin d'offrir les mêmes conditions de vie aux enfants qu'avant la séparation, ou offrir les mêmes conditions de vie aux enfants que l'autre conjoint offre. Donc, c'est trois variables, trois cas de figure qu'on peut penser qui pourraient mettre de la pression supplémentaire sur les parents. Ensuite, il existe une pluralité d'instruments de crédit à la consommation qui sont disponibles aux parents, qui peuvent être utilisés, entre autres, pour financer, comme tu disais, Maud, tantôt, une consommation dans une logique plus compensatoire, donc qui pourrait justement pallier à des manques de ressources chroniques ou, encore une fois, pour offrir aux enfants les mêmes conditions de vie que l'autre parent offre ou qu'avant la séparation. Donc, il y a différentes attentes sociales liées aux dépenses, notamment entourant l'éducation, qui pourraient fournir des pistes dans ce sens-là. On peut évidemment penser au temps des fêtes qui approchent et qui nous mobilisent tous, qui ciblent particulièrement la consommation qui est liée aux enfants. Et donc, on peut évidemment voir que ça aussi, ça peut augmenter en fait la pression sur les parents qui sont en garde partagée. Est-ce qu'on offre la même quantité, le même volume de cadeaux? Comment on accote les attentes des enfants, les attentes sociales liées à la consommation? Un autre point mort, un peu angle mort en fait de ces enjeux-là, c'est la question des remboursements des dettes. Donc, dans le cas où on a des dépenses qui sont requises pour les enfants qui sont de plus en plus croissantes, voire très importantes, ça peut devenir difficile de rembourser certaines dettes et les parents peuvent avoir à faire le choix entre rembourser la banque ou rembourser des dettes interpersonnelles. Puis on peut
On peut évidemment se projeter dans la situation où est-ce que je rembourse la moitié du cours de judo à mon ancien conjoint pour éviter d'être en conflit, puis qu'il y ait un conflit interpersonnel, puis que ça déborde sur les enfants. Mais en contrepartie, je manque un paiement à la banque avec qui je n'ai pas de relation personnelle, ce n'est pas émotif. Donc, on peut voir des parents qui peuvent être dans des situations à faire des choix de ce type-là. Donc, en somme, on sait que l'endettement, en fait, s'inscrit dans un réseau de relations sociales qui est complexe, particulièrement si on a des enfants, mais encore plus potentiellement si on a des enfants en garde partagée ou exclusive. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce qui a guidé notre réflexion, en fait, dans le projet. Qu'est-ce qu'on sait? Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Fait que, Maud, je vais te redonner la parole pour les fameux résultats. Parfait, merci. OK, donc, alors, je vous parle un petit peu plus de la source de données. Donc, comme je disais, c'est une enquête qu'on a réalisée. Le questionnaire, en fait, c'est une équipe de recherche qui l'a créé. Puis, c'est la firme Léger qui s'est chargée là, de l'échantillonnage, de livrer le questionnaire. Ça a eu lieu janvier-février 2022. Donc, juste point important pour nous rappeler les choses, hein, rappelons-nous que c'est avant qu'il y ait une envolée des taux d'intérêt et de l'inflation, juste un petit peu avant. Donc, je pense qu'on peut quand même imaginer que nos résultats, déjà, peut-être c'est pire encore en ce moment. Donc, on visait l'ensemble des adultes résidant au Québec. L'échantillonnage a été à la fois par web et c'est-à-dire panel web et par téléphone. Donc, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais peut-être y revenir plutôt dans la période de questions. Donc, le questionnaire abordait nos fameuses questions sur l'auto-évaluation des difficultés de remboursement, du stress lié aux dettes, les sources des dettes, l'aide des proches disponibles, comme Magali le mentionnait, et des caractéristiques sociodémographiques, dont les conditions familiales. Donc, à ce sujet-là, donc qu'est-ce qu'on a fait pour comprendre, en fait, c'est quoi la situation familiale des gens? On leur a demandé déjà leur statut conjugal. Et ensuite, il y a des enfants dont ils ont la responsabilité dans le ménage. Donc, oui, non. Et ceux qui n'en ont pas, c'est soit des gens qui n'ont pas eu d'enfants, pas encore, ou dont les enfants ont déjà quitté. Ensuite, ceux qui ont des enfants, on a demandé si tous les enfants sont en garde partagée c'est-à-dire sont communs avec le partenaire actuel, ou si certains sont issus d'autres unions et sont en garde partagée ou exclusive. Donc là, à l'issue de ça, on a pu avoir un bel aperçu quand même d'à quel point les familles sont diversifiées au Québec, je pense. Donc, juste rapidement, on voit que c'est 30% des répondants qui ont des enfants à charge dans leur maison actuellement. Donc, 40%, en fait, leurs enfants sont déjà partis, 30% n'ont pas encore eu d'enfants. Et ici, parmi les gens qui ont des enfants, on voit que c'est juste 50% des gens qui sont dans une situation de ce qu'on appelle famille intacte. Okay? Donc, tous leurs enfants sont issus de leur union actuelle. Les autres, là, 50%, c'est une espèce de très forte diversité de mélange d'enfants communs avec le partenaire actuel, d'enfants en garde partagée, séparés. Il y a des combinaisons presque infinies, comme vous le voyez. Alors, pour des raisons analytiques, on a fait une typologie, disons, simplifiée, et on distingue les personnes qui sont seules, les personnes en couple, donc, mais qui n'ont pas d'enfants. Ensuite, parmi les parents, on distingue ceux qui sont en famille intacte, ceux qui sont remis en couple. Donc, ça, c'est des parents qui ont des enfants, qui sont en couple, mais il y a au moins un de leurs enfants qui est en garde partagée ou peut-être exclusive, issu d'une union antécédente. Et finalement, les parents seuls, c'est des parents qui ne sont pas en couple actuellement, donc tous les enfants sont soit en garde partagée ou exclusive. Donc, pour vous donner juste un aperçu de la distribution de ça chez les hommes, chez les femmes, donc, ce qu'on voit, hein, c'est que... oups, pardon, je suis désolée, je ne regardais pas le bon... donc, voilà, ce qu'on voit, en fait, ici, c'est parmi les parents, on voit qu'il y a quand même une majorité de parents en famille intacte, mais beaucoup de parents remis en couple, de parents seuls.
Et la différence ici au niveau du genre, les femmes sont plus susceptibles d'être un parent seul, là, qui est quelque chose qu'on savait déjà. Donc, au niveau des résultats, donc c'est quoi la situation d'endettement? Déjà ici, je vous parle de tout le monde, tous les types de situations familiales ensemble. 66% des gens ont des dettes. Okay? Et ici, parmi le cercle bleu, là, donc parmi les gens qui ont des dettes, voici la distribution des difficultés d'endettement. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2%, donc voilà, 2% des gens endettés qui disent qu'ils ne parviennent tout simplement pas à rembourser leurs dettes. 3% répondent que c'est très difficile, 5% difficile. Donc, au total, 10% des gens trouvent que le remboursement, c'est difficile. Et si on ajoute à ça ceux qui répondent parfois difficilement, c'est un autre 18%. Donc, c'est presque le tiers, en fait, des personnes qui ont des dettes qui disent avoir un certain niveau de difficulté, au moins occasionnellement, à rembourser leurs dettes. Donc, c'est quand même appréciable. Pour ce qui est, en fait, du stress moyen engendré par les dettes, sur une échelle de 1 à 10, où 10 est vraiment le stress le plus élevé, donc en moyenne, les gens ont évalué ça à 3,7. Donc maintenant, si on regarde selon la situation familiale. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, on voit la proportion des répondants qui ont des dettes. Alors, très rapidement, on voit que les parents sont plus susceptibles d'avoir des dettes que les personnes qui n'ont pas la charge d'enfants. Si on regarde les fameuses mesures de volume d'endettement dont on a parlé, on voit ici la valeur médiane des dettes selon la situation familiale parmi ceux qui ont des dettes. Donc, les parents en ont plus, mais c'est les parents famille intacte qui ont le plus de dettes. Si on regarde le ratio des dettes aux actifs, encore ces fameuses mesures de volume-là, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que le ratio des dettes aux actifs est relativement similaire pour tout le monde. Donc, parmi les personnes en couple, par exemple, en fait, les parents en famille intacte, parents remis en couple ont le même ratio. On voit que le parent seul a même un ratio de dettes aux actifs qui est plus bas que les parents qui sont, disons, en famille intacte. Par contre, si on se tourne vers les mesures qu'on a choisies, c'est-à-dire les mesures vraiment d'auto-évaluation des difficultés, on voit un portrait qui est complètement différent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la proportion de répondants qui disent avoir des difficultés à rembourser leurs dettes, au moins occasionnellement. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour les parents d'enfants, mais attention, seulement si leurs enfants ils ont au moins un enfant en garde partagée ou exclusive. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les parents qui sont en famille intacte, donc en couple, tous les enfants sont issus de cette union-là, c'est 23% des personnes qui ont des dettes qui disent avoir des difficultés à les rembourser. Et ça se compare aux personnes en couple sans enfants. 21%, il n'y a pas beaucoup de différence. Si on regarde les parents remis en couple, par contre, la difficulté, ça monte à 31%. Donc, une augmentation des difficultés. Et si on regarde les parents seuls, il y a une augmentation encore plus élevée. C'est 46% des parents seuls qui ont des dettes qui disent avoir des difficultés à les rembourser. Donc, la différence ici est évidemment liée au fait que, bien sûr, avoir quelqu'un avec qui partager des dépenses peut-être d'habitation, ça aide à être en couple parce qu'on voit un peu la même différence entre les personnes seules et les personnes en couple. Mais il reste que pour les parents là, qui sont soit remis en couple ou seuls, le niveau de difficulté semble beaucoup plus élevé. On voit un peu la même chose au niveau du stress. L'évaluation du stress relié aux dettes, beaucoup plus élevée quand même chez les parents. Ça peut changer? Pardon? Est-ce que ça a changé? Non. Ça ne marche plus. OK, voilà le stress. plus élevé chez les parents. Voilà. Donc, là, ça change pas encore.
OK. Donc, ce que j'allais dire, juste pour faire écho un peu aux commentaires de Magali, c'est sûr que ça va en lien avec ces commentaires, avec ce qu'on suspectait, et même plus loin encore, dans le sens où non seulement les parents qui sont remis en couple ou seuls ont plus de difficultés que les parents d'enfants en famille intacte. En fait, on voit que la difficulté semble même spécifique aux parents qui sont remis en couple ou seuls. Et ça, c'est un peu lié probablement aux revenus plus faibles, hein, comme le mentionnait Magali. On le voit ici, les revenus personnels, revenus du ménage, le patrimoine personnel, c'est moins élevé pour les parents seuls que les parents en famille intacte, par exemple. Mais ce n'est pas seulement ça qui est en jeu. Ça a changé, oui. Donc, par des méthodes d'analyse de régression, on est capable de comparer les difficultés liées aux dettes chez différents groupes quand on les prend à revenus égaux. Fait que si on imagine que tous les groupes, c'est au niveau moyen de revenus et d'actifs, vous voyez ici les difficultés perçues de remboursement. Donc, ça demeure que même à revenu actif égal, les parents remis en couple, 32 d'entre eux disent avoir des difficultés de remboursement. C'est 39 pour les parents seuls, comparé à 23 seulement chez les parents en famille intacte. Même si on cloche un peu pour la question du stress. Alors, comment on explique ça? Mais encore une fois, faisant écho à ce que Magali disait, une chose qu'on a observée dans nos données, c'est d'une part qu'on a posé la question aux gens que, disons que vous étiez dans une situation financière difficile hors de votre contrôle. Croyez-vous, êtes-vous confiant que vous pourriez compter sur l'aide de différents types de proches, parents, etc. Et voici la proportion des répondants qui ont dit oui, qui sont confiants de pouvoir compter sur au moins une personne. Donc, on voit que c'est beaucoup plus élevé chez les parents en famille intacte. 80 pensent pouvoir compter sur quelqu'un, contre plus 61-64 chez les parents remis en couple et les parents seuls. Donc, je pense que la question des réseaux, ça joue. Et aussi, en lien avec ces notions-là aussi, que probablement la pression financière associée à avoir des enfants peut-être encore plus en garde partagée, que peut-être on se sent, on est moins près de se priver quand il est question d'enfants, qu'on se sent obligé d'atteindre certaines normes de consommation, que les coûts d'habitation sont très élevés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les types de dettes que possèdent les gens endettés dans les différents types de familles. Et ce qu'on voit là, sous la rubrique hypothèque, je ne suis pas capable de pointer avec c'est que les parents d'enfants sont très nombreux à avoir des hypothèques. Et ce qui est particulier aux parents remis en couple et seuls, c'est aussi les dettes qui sont de type consommation. Donc, des dettes par carte de crédit, des retards sur les factures courantes. Donc, tu sais, c'est vraiment, on voit qu'il y a cette pression-là. Et dernier petit point d'information, ici, hein, c'est peut-être un peu petit, surtout en ligne, mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on a demandé aux gens comment expliquez-vous les sources de vos dettes actuelles? On leur a donné plein de choix de réponses. Ici, vous les voyez, achat de maison, études, séparation. Une chose qu'on a donné, c'est effort et dépenses visant l'épanouissement des enfants et leur qualité de vie adéquate. Okay? Donc, les gens pouvaient choisir autant de choix que voulu et aussi offrir une réponse ouverte. Ici, je vous montre les répartitions. Et entre autres, ce qu'on voit, c'est que pour les parents seuls, je m'excuse, il manque une légende, mais donc le plus foncé, ce sont les parents seuls. Celui dans le milieu, ce sont les parents remis en couple. Et le plus pâle, ce sont les parents en famille intacte. Donc, on voit que l'achat d'une maison, c'est surtout ça les dettes pour les parents en famille intacte. Et pour les parents remis en couple et encore plus les parents seuls, regardez ici, par exemple,
35 d'entre eux disent que c'est un manque de liquidité pour les dépenses courantes. 32 d'entre eux disent que ce sont les dépenses visant l'épanouissement des enfants qui ont contribué à leur dette. Donc, vraiment, comparativement, par exemple, à seulement 19 chez les parents en famille intacte. Donc, vraiment, je pense qu'il semble y avoir un peu là, en lien avec ce que Magali disait, une certaine pression d'atteindre un niveau de vie pour les enfants qui est très comprenable. Et cette idée-là que quand il est question d'enfants, ben, se priver, c'est vraiment pas une option. Alors, sur ce, je repasse le micro à Magali. Bien, considérant le temps Midi 34, puis on va avoir quelques discussions, je vais surtout passer à travers les deux premiers points, en fait, parce que, évidemment, il y a des données là-dessus, on n'est pas surpris. Donc, avoir des enfants, on a un potentiel d'avoir plus de dettes, évidemment, on n'est pas surpris par ça. Même chose, vivre seul, ça augmente le stress de rembourser, puis ça augmente les difficultés de rembourser. On n'est pas nécessairement surpris de ces données-là. Par contre, le fait que la moitié des personnes seules, des parents seuls, 46 affirment avoir au moins occasionnellement des problèmes à rembourser, qu'on avait sur la diapo 31, mais je ne pense pas qu'on va revenir sur les diapos. C'est significativement plus important que 30 dans les autres catégories. Donc, il y a vraiment le fait d'être un parent seul et vraiment augmente vraiment ce risque-là d'avoir des difficultés financières. Ça soulève des questions, entre autres, par rapport au niveau d'endettement des parents seuls versus ceux qui sont en couple. Donc, est-ce qu'on peut penser, par exemple, que le nombre d'événements de difficultés à rembourser est le même? C'est-à-dire, par exemple, 10 fois par année à peu près, on a des difficultés à rembourser, mais que si on est en couple, bien, on sépare ces 10 événements-là à 2. Donc, la charge est peut-être moins importante, ça nous enlève peut-être un fardeau. Versus si on est seul, bien, on prend en charge ces 10 événements-là de difficultés à rembourser. Ça, c'est une des premières réflexions en fait, qu'on s'est posées, qu'on va vous lancer après ça. Puis le deuxième, en fait, c'est par rapport au soutien potentiellement disponible, donc au fameux réseau de soutien. Donc, la différence est vraiment frappante entre les familles intactes qui disaient à 80 pouvoir compter sur le réseau de proches, leur famille élargie, les amis, l'entourage, etc., comparé à 60 de ceux qui sont soit remis en couple ou qui vivent seuls. Il n'y a pas vraiment de différence entre vivre seul ou être remis en couple. Donc, ça soulevait la question derrière ça de dire, bon, est-ce que c'est parce que quand on est tous les deux les parents des enfants, dans le fond, on sait qu'on peut compter sur l'entourage puis le réseau familial de notre conjoint, mais conséquemment, quand on est séparés, même si on est remis en couple, l'autre parent, vu que ce n'est pas directement ses enfants, on n'est pas certain de pouvoir compter sur lui et son entourage ou sa famille. Donc, on a des incertitudes par rapport à ça. Donc, on se posait la question dans quelle mesure cette différence-là, de 80 60 peut s'expliquer par la taille réelle du réseau de soutien. Puis, bon, notre troisième point qu'on n'aborde pas vraiment, c'est vraiment un peu plus lié aux questions de parentalité intensive et aux implications financières qui sont liées à ça. Mais je passerai la POC, comme on dit, la parole à Lorraine pour entendre tes commentaires par rapport à toutes ces données-là. Bien, évidemment, ce qui nous parle plus, nous, à la Fédération, c'est les parents remis en couple ou les parents seuls, parce que la Fédération des familles monoparentales est recomposée. Mais non, en même temps, on n'est pas hyper surprise là, des résultats. En ce qui concerne le fait qu'effectivement, les parents seuls, c'est eux qui ont des difficultés de remboursement supérieures. Tu le disais, Maude, depuis le moment où le sondage a été administré, on a vraiment flambé des prix et tout ça. Donc, on peut s'imaginer que la situation, si elle était déjà critique, l'est encore plus. Il y a plusieurs conséquences à ça. En fait, il y a plusieurs causes à ça. Premièrement, des questions à se poser. Est-ce que ces parents seuls-là étaient conjoints de fait ou mariés?
Évidemment, toute la question de la protection du mariage, des protections du mariage, partage du patrimoine au moment de la rupture, occupation de la résidence familiale et pension alimentaire pour ex-conjoints, mais les conjoints de fait n'y ont pas accès. Prisca, je vois Prisca qui est là en ligne. Bonjour Prisca. Prisca et Hélène Bello ont fait une belle étude là-dessus sur les différences, les risques de séparation quand des conjointes de fait. Puis en région, là, on a découvert qu'il y a certaines régions, surtout particulièrement les régions ressources où les écarts de revenus entre les hommes et les femmes sont assez impressionnants. Donc, il y a ça à se poser comme question. Aussi, il y a, on dit qu'il n'y a plus vraiment de mobilité sociale. Là. Avant, on pouvait être une jeune famille qui montait puis s'élever un peu dans l'échelle sociale. Maintenant, on dirait que la mobilité sociale s'en va vers le bas. Donc, si on est séparés puis qu'on est dans une situation de grande difficulté financière, bien, on peut sombrer dans la pauvreté. On peut passer de la précarité, des difficultés à sombrer le collectif. D'ailleurs, aujourd'hui, on célèbre, on souligne le 20e anniversaire de l'adoption de la loi contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça a été fait le 13 décembre, l'adoption à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça, il y a le collectif pour le Québec sans pauvreté qui a imaginé une espèce de continuum où quand ça va bien, quand tu es hors de la pauvreté, tu es dans le vert. Il y a le jaune où là, tu es comme à cheval entre les deux, puis le rouge. Ben, c'est ça, il y a moyen d'être dans le vert, basculer vers le jaune, puis tout à coup se ramasser dans le rouge. Le rouge étant la couverture des besoins, ça équivaut pour une personne seule en 2022 à 21 500 par année. Bon, je ne peux pas vous donner le montant pour les familles avec enfants, mais pour une personne seule, c'est ça. Et ben c'est ça, on dit qu'il y a en 2022, il y a 2 familles monoparentales sur 10 qui ne couvrent pas leurs besoins au Québec. Donc, c'est quand même assez important comme donnée. Là. Puis pour ce qui est effectivement, le soutien des réseaux, oui, c'est vrai que ça nous a étonné, nous autres aussi, que les familles intactes soient mieux soutenues par le réseau. Puis, c'est vrai que les hypothèses que tu disais, Magali, ça va bien du bon sens. Puis on se disait, nous autres aussi, que peut-être que c'est quand tu es une famille intacte, tu as plus de chances d'être une jeune famille. Donc, les parents, les grands-parents, entre les parents des deux côtés, peut-être qu'on plus tenter de contribuer. Tu commences dans la vie, peut-être que tu vas contribuer davantage. Puis, dernière chose, avant de repasser la parole à mes collègues, ben, il y a toute la question aussi de la fameuse taxe à la recomposition. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept, mais une femme monoparentale, par exemple, qui se recompose, quand elle est monoparentale, elle a accès à des aides gouvernementales, des allocations familiales et tout ça. Si c'est une femme qui fait un salaire de 40 000 par année, elle va probablement avoir accès au maximum parce qu'elle est monoparentale au fédéral et au provincial. Si elle se recompose avec un conjoint qui est plus argenté qu'elle, mais qui ne contribue pas nécessairement. C'est une autre étude qu'Hélène Bello a faite qui ne contribue pas nécessairement aux frais des enfants de sa conjointe, de sa nouvelle conjointe. Ben, c'est le revenu familial qui est pris en compte. Donc, ça peut impliquer, j'ai fait les calculs, ça peut impliquer jusqu'à 5 000 de différence de revenus dans une année. Nous, on a personnellement, j'ai déjà eu une mère, ben, pas juste une, plusieurs mères qui nous appelaient au bureau en panique, disant le Revenu Canada me demande 3 500 $. Je n'ai aucune idée de où je vais trouver cet argent-là. Ça aussi, ça vient s'ajouter aux dettes. Ça ne faisait pas partie des dettes identifiées, mais ça fait partie des choses de la vie. Pas mal ça. Merci. Merci beaucoup, Lorraine.